Sans plus attendre, je vais inviter Laurent Bacler à me rejoindre sur le plateau. Laurent Bacler est philosophe. Il est professeur en classe préparatoire et formateur auprès d'éducatives. Son intervention est intitulée « Face à la violence, reconnaître l'enfant en soi ». L'enfance, c'est un passage. Éduquer, c'est faire entrer l'enfant dans le monde des humains. Que se passe-t-il pour l'enfant quand ceux qui sont en charge de cet accueil, au premier rang desquels les parents, sont eux-mêmes pris au piège des paradoxes de la transmission violente, carencée ou en proie au doute? Laurent Bacler nous propose de faire le détour par la pensée philosophique pour approcher les questionnements liés aux notions d'autorité, de soumission, d'obéissance, de liberté et d'imagination comme autant de pistes pour penser le soin aux enfants. Monsieur Bacler, bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci à cet accueil, merci à tout le CNAMEO et je suis très honoré de prendre la parole aujourd'hui devant vous pour vous parler de l'enfance et de la philosophie. Effectivement, au départ, je suis professeur de philosophie et puis depuis une quinzaine d'années, je suis devenu formateur, mais pas du tout sur des questions philosophiques, sur ce qu'on appelle dans l'éducation nationale des questions transversales, c'est-à-dire la gestion des ados difficiles, ce qui est un peu le centre de notre métier en fait. Et donc j'ai fait des formations sur la gestion des conflits, la gestion des incivilités, et peu à peu, ces formations sont devenues des formations sur les difficultés au travail en fait, qui sont plus larges que ça. Et puis, il y a quelques années, à ces formations sur la relation éducative en général, est venue s'ajouter la question de la petite enfance et de l'enfance. Et je me suis rendu compte, en travaillant sur la petite enfance, qu'il y avait des échos très forts entre ce qui se passe à la petite enfance et ce qui se passe à l'adolescence, l'adolescence étant une sorte de remise en chantier de tout ce qui se passe dans la petite enfance. Donc voilà le cadre dans lequel je vais vous proposer un certain nombre d'idées. Le titre de mon intervention qu'on a retenu est « Face à la violence, reconnaître l'enfant en soi ». Pourquoi reconnaître l'enfant en soi? Quel est le sens de cette expression? Et en quoi cette expression, cette idée de reconnaître l'enfant en soi, serait une piste intéressante, pertinente, pour faire face aux violences intrafamiliales? Allons-y. Mon idée, c'est qu'une approche philosophique sur ces questions-là, sur ces questions relatives à l'enfance, peut être un véritable atout, une véritable aide pour les professionnels sur le terrain. Cela ne va pas de soi que la philosophie puisse être utile. La philosophie, qu'est-ce que c'est? C'est un temps de pensée, c'est un temps où on se pose pour réfléchir, alors que les violences constituent en général plutôt une urgence. Face à la violence, comme état d'urgence, il faut peut-être faire autre chose que se poser pour penser. Il faut non pas penser, il faut agir. Et donc vous voyez la difficulté qu'on a face aux violences. On va en quelque sorte suspendre la pensée pour passer à l'action. Donc a priori, ça ne va pas ensemble. J'irai même plus loin. Face à la violence, la pensée, elle est parfois paralysée. Ce matin, on parlait d'effet de sidération devant les violences. Et ce terme, il me va bien, la sidération. On est en quelque sorte pétrifié face à ce qui arrive. Vous vous souvenez, dans la mythologie grecque, ce personnage extraordinaire de la Gorgone qui transforme en statue de pierre ce qui croise son regard. Il y a quelque chose de ça, en fait, quand on est face à la violence. Alors je pense que l'approche philosophique, elle peut nous aider à réintroduire de la pensée face à la violence. Et qu'il faut remettre un peu notre pensée en mouvement. Et c'est ce que je vais essayer de faire pour vous cet après-midi et avec vous. De quoi est-ce que je vais vous parler? Que va vous apporter l'approche philosophique dans le temps de mon intervention? Je vais vous parler de trois choses. Je vais vous parler de paradoxes, je vais vous parler de valeurs et je vais vous parler de concepts. Ces choses-là sont des objets proprement philosophiques. Et donc, je vais vous proposer une réflexion sur des paradoxes. Pourquoi sur les paradoxes? Qu'est-ce que c'est qu'un paradoxe? Un paradoxe, c'est une contradiction. Une contradiction qui souligne que nous sommes dans une situation compliquée. Très souvent, quand on en vient à se dire que la situation est compliquée, qu'il n'y a pas de réponse simple, automatique et immédiate, très souvent, c'est parce que nous sommes pris dans un paradoxe. J'entendais ce matin, c'est apparu la question de quelqu'un qui est à distance, qui demandait alors, dans les cas de violence, est-ce qu'il faut placer, entre guillemets, en plus j'ai bien aimé les guillemets, l'enfant? Évidemment, ce serait simple comme solution, si c'était ça.
on aurait une solution. Et on l'applique. Eh bien justement, ça ne va pas marcher comme ça. On est dans un paradoxe. Donc ça vaut la peine qu'on pointe et qu'on réfléchisse ensemble sur quels sont les types de paradoxes dans lesquels on est pris. Ensuite, je vais vous proposer une réflexion sur les valeurs. Pourquoi parler des valeurs? C'est très important, les valeurs. Les valeurs, elles sont là, c'est des choses assez abstraites, mais en fait, elles se manifestent très concrètement dans notre vie. Nous avons tous et toutes des valeurs. Nous n'avons peut-être pas tous et toutes les mêmes valeurs, mais nous en avons, et elles nous servent à deux choses. D'abord, elles nous servent à faire à chaque instant des choix dans l'existence. Ce matin, on arrive, on est accueilli par les équipes du CNAEMO, on monte à l'étage, et là, on doit choisir café ou thé, croissant ou pain au chocolat, ou chocolatine en plus, vous voyez? Ok. Eh bien, ces choix-là, ils sont liés à une valeur. Ils sont liés à une valeur. Pour ma santé, il vaudrait mieux un verre d'eau plutôt qu'un excitant à base de caféine. Mais pour mon plaisir, un petit café, comme ça. Bon, moi, j'ai choisi le café. Ok. Bon. Donc, on a des valeurs. Et notre vie, c'est une succession de micro-choix liés à des valeurs. Ces valeurs, elles nous servent aussi, pas simplement à faire des choix, elles nous servent aussi à donner du sens à ce que nous vivons. C'est-à-dire que l'expérience humaine, elle est globalement faite d'une succession de contingences. Et ces contingences, on va les ordonner un petit peu dans une sorte de récit qui constituera ce qu'on appelle notre vie. Et qui fait, au bout du compte, une vie qui vaut quand même la peine d'être vécue. Qui fait que le matin, on décide de se lever. On ne reste pas couché. Parce que ça a du sens. Bon. Donc je pense que ça vaut la peine, quand on intervient auprès des enfants, de se rappeler un peu quelles sont les valeurs qui sont embarquées dans tout ça. Parce qu'on n'est pas au clair sur les mots, sur ces valeurs. C'est des mots très beaux, mais qu'est-ce qu'on met derrière ces mots? Souvent, ils sont difficiles à définir. Souvent, on a les mêmes valeurs, mais on ne les définit pas de la même façon. Ce matin, en arrivant, j'ai pris le programme. Vous avez vu sur le programme, il y a des petits avions avec des mots. Et alors, il y en a un, il y a le mot loyauté. Loyauté, je me dis, tiens, une valeur. Qu'est-ce qu'on va mettre derrière ce mot loyauté? C'est un mot très à la mode dans les entreprises. On demande de plus en plus aux cadres et aux managers de faire preuve de loyauté. Que vient faire ce mot? Bon, donc ça vaut la peine d'y réfléchir. Autorité, qu'est-ce que c'est que ce mot? Même éducation, qu'est-ce que c'est que ce mot? Bon. Donc je vous proposerai aussi une réflexion sur les valeurs. Et puis enfin, je vous proposerai une réflexion sur des concepts. Alors qu'est-ce que j'entends par concept? Ce sont des mots un peu plus précis, un peu moins abstraits que les valeurs, qui nous permettent de décrire ce que nous faisons, c'est-à-dire notre travail. Car les mots que nous choisissons pour expliquer notre travail ne sont jamais neutres. Et nous avons besoin d'avoir des mots à notre disposition. Car les autres ne connaissent pas notre travail, c'est vrai dans tous les métiers, notre travail il est globalement invisible aux yeux des autres quand ils ne le font pas. Donc c'est quoi nos mots? On ne les choisit pas au hasard. Parents ou parentalité? C'est un mot qui est fort maintenant, le mot parentalité. Famille, la famille c'est quoi? On a une petite idée, on sait où ça commence, mais où ça finit? Qu'est-ce qui s'étend? Quand on parle des violences intrafamiliales, bien sûr, il y a les parents, mais il y a peut-être les oncles, les tantes, les cousins éloignés, ceux qu'on n'a jamais vus, est-ce qu'ils font quand même partie de notre famille? Les proches, très proches, les meilleurs amis, est-ce que c'est la famille? Dans certaines familles, parfois, l'animal domestique fait partie de la famille. Bon. Donc, vous voyez que les mots qu'on choisit pour parler de notre métier, si on ne les définit pas, nous les premiers, eh bien, ça va être compliqué. Donc, allons-y. Je vais vous permettre de réfléchir là-dessus. D'accord? Alors, évidemment, vous avez peut-être un souvenir de vos cours de philosophie de terminale. J'ai organisé mon propos en 3 parties. Hein? Les paradoxes, les valeurs, les concepts. On y va. Et puis je prends la parole devant vous à, voilà, on a dit 15 heures. C'est le pire moment pour parler. Après le repas, en général, les gens voilà, sont un peu plus calmes, on va dire. Hein. Donc mon but, c'est... Alors, il y a 2 façons de réveiller les gens qui sont un peu calmes. Soit on les inquiète, soit on les enthousiasme. Alors je vais commencer par vous inquiéter. Okay? Et si ça marche, on verra si je peux terminer sur un aspect plus positif. Allons-y. Première idée, je pense que quand on travaille avec des enfants, il faut être capable de supporter certains paradoxes.
Il faut être capable de tenir un certain temps face à des situations hautement paradoxales. Alors ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est un grand psychologue qui se trouve être aussi, à mon sens, un grand philosophe méconnu. C'est un psychologue qui s'appelait Donald Winnicott. En termes d'enfance, on est bien là. Qu'est-ce qu'il dit, Winnicott, dans Jeu et réalité, exactement? Il dit que le soin que l'on donne aux enfants, que l'on soit parents ou professionnels, nous confronte à des paradoxes. Et il ajoute cette idée extraordinaire. Il dit, attention, il ne faut pas chercher à résoudre trop vite le paradoxe. J'aime beaucoup cette idée. Voilà ce qu'il dit exactement, je vous lis ce qu'il dit. Il dit « Je demande qu'un paradoxe soit accepté, toléré, qu'on admette qu'il ne soit pas résolu. On peut résoudre le paradoxe si l'on fuit dans un fonctionnement intellectuel qui clive les choses. Je demande que le paradoxe ne soit pas résolu. En tout cas, pas tout de suite. » Et donc c'est précieux pour nous, ça. Bien sûr qu'on va être pris dans des paradoxes. Et bien sûr que face au paradoxe, il va falloir tenir. Et ce n'est pas simple, parce que c'est extrêmement inquiétant, un paradoxe. C'est une situation qui semble contradictoire, qui échappe un peu à la raison. Prenons quelques exemples. Je vais vous donner 3 exemples de paradoxes dans lesquels on est pris en général quand on travaille avec les enfants et leurs familles. Du côté des parents, si on doit aider les parents dans l'éducation de leurs enfants, c'est paradoxal. D'un côté, on nous dit qu'il ne faut pas juger les parents. Sauf que parfois, nous constatons que ce qu'ils font, c'est juste inacceptable, intolérable, on disait ce matin. Comment ne pas juger? Qu'il faut reconnaître en eux des ressources et des capacités éducatives, mais c'est aussi les juger. Alors qu'est-ce qu'on fait? On ne juge rien au risque d'être indifférent à ce qui se passe? Ou est-ce qu'on juge tout de suite au risque d'être intrusif dans ce qu'on appelle la famille? Ni indifférence, ni intrusion. Et comment faire? Je ne sais pas, c'est un paradoxe. Donc, ça va, je vous ai promis un peu d'inquiétude au début, ça va aller. Alors, Winnicott, il prend un autre exemple, il prend l'exemple qui est très beau, l'exemple des conseils qu'on donne aux parents, et notamment aux mamans. Alors c'est très beau cette histoire des conseils. Les jeunes parents, ils ont besoin de conseils, ok, mais écoutez bien, ils ont besoin de conseils, mais ils n'aspirent qu'à une chose, c'est à faire sans être conseillés. Vous voyez le paradoxe? Voilà comment Winnicott le dit. Il parle de la maman, évidemment, Winnicott a beaucoup parlé de la figure maternelle. C'est lorsqu'une mère a confiance dans son jugement qu'elle donne le meilleur d'elle-même. C'est lorsqu'une mère a confiance dans son jugement qu'elle donne le meilleur d'elle-même. Il va donc falloir peut-être construire cette confiance. Et comment elle va construire cette confiance? En écoutant les conseils des autres. Donc, bien sûr, à la naissance du premier enfant, les parents ont besoin de conseils. Mais le plus paradoxal, c'est qu'ils écoutent ces conseils pour après ne plus avoir besoin de conseils. La mère, dit Winnicott, tend à ne pas dépendre de conseils quant à la manière de s'occuper de ses bébés. Ils ont besoin de conseils, mais ils ne doivent pas dépendre de ces conseils. Vous voyez la difficulté? C'est pas simple, hein? Alors, pour moi, il y a derrière ce paradoxe, cette question des conseils, un enjeu anthropologique fondamental. Ce n'est pas juste donner des conseils sur comment changer le bébé, le nourrir, ou comment faire avec son enfant s'il doit faire ses devoirs. Non, non, non. La société a besoin de parents qui s'investissent de manière responsable dans le soin qu'ils apportent aux enfants. C'est ça qui se joue là-dedans. Comment est-ce qu'on devient responsable des soins qu'on apporte à son enfant? Cela ne s'apprend pas dans les livres. Ce n'est pas un savoir livresque. Winnicott écrit, écoutez bien, « Même les mères doivent apprendre par l'expérience comment être maternelles. » Donc, elles apprennent par expérience. Et il ajoute, « Si elles pensent qu'elles doivent travailler dur dans les livres pour savoir comment être une mère parfaite dès le début, elles seront sur le mauvais chemin. » Voilà. Donc, elles ne peuvent pas trouver ça dans les livres. Ça va dépendre des rencontres, des échanges avec des personnes. Alors, nous avons un problème, en plus d'un paradoxe, c'est que l'époque actuelle, la société actuelle, elle est dans une phase de mutation qui touche à cette disposition anthropologique.
C'est-à-dire que de plus en plus aujourd'hui, les parents, pour savoir comment éduquer leur enfant, ils ne se tournent pas vers d'autres, vers la maman, vers la tante, vers la sœur. Non, ils se tournent vers quoi? Ils se tournent vers les écrans. Ils se tournent, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la e-parentalité, où les parents ont en ligne des coachs qui peuvent répondre à toute heure à leurs questions éducatives. Ça veut dire que pour savoir comment éduquer un enfant, les parents se tournent vers un écran au lieu de regarder leur enfant. Bon, ça c'est un problème. Donc comment faire cette confiance en soi des parents qui se trouve vite disqualifiée? Pas simple. Ça c'est un gros paradoxe. Ok. Premier paradoxe. Je rajoute une couche. Deuxième paradoxe, c'est un paradoxe relatif à toute entreprise d'éducation. Qu'est-ce que c'est qu'éduquer? Éduquer, c'est développer chez l'enfant, je vous en propose une définition simple, c'est éduquer chez l'enfant son autonomie. Ça va, c'est assez consensuel, sauf que ça veut dire quoi, être autonome? Ça veut dire sa capacité à faire sans nous. Et pour qu'il puisse faire sans nous, il faut que je commence à faire avec lui. Vous voyez le paradoxe? Je vais l'aider pour qu'il puisse faire sans être aidé. Et ça va ensemble. Les deux sont liés. C'est indispensable de tenir en même temps ces deux activités. Alors je vous donne un exemple. Je prends mes exemples de la petite enfance, parce que c'est là que j'ai trouvé les idées les plus inspirantes, mais je pense foncièrement que ce qui se passe à la petite enfance, les exemples que je vous donne, on peut les transposer presque à tous les âges de l'enfance. Comment est-ce qu'une maman apprend à espacer les tétés? C'est un enjeu fort, ça. Le bébé il vient de naître, il a besoin de manger, mais il n'est pas au courant qu'il y a des heures de repas. Hein. Et en plus, il a tendance à déborder, un peu comme vous, à midi. Là, on avait dit qu'on reprenait à 14 ans, mais voilà, le bébé, il fait un peu comme il veut. C'est très bien. Que fait la maman? La maman, elle va apprendre à espacer les repas de 3 heures, en gros, au début, en faisant deux choses contraires. Écoutez bien, ça c'est très beau, ça. Ça, c'est un acte éducatif. La maman commence par donner le sein à volonté. Elle nourrit à la demande. Puis, peu à peu, elle va espacer les repas pour arriver environ à 3 heures, puis après un peu plus. Bon. Écoutez bien, si l'enfant peut supporter cela. Mais s'il ne peut pas, si la détresse réapparaît, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nourrit à nouveau à la demande, le temps de reconstruire la confiance avec le bébé. Et après, elle va à nouveau essayer d'espacer. Vous voyez ce que c'est que éduquer? C'est hautement paradoxal. Éduquer un enfant, c'est une sorte de tâtonnement fait de mouvements totalement contraires, construction et déconstruction, attachement et détachement, séparation. On a parlé ce matin de la fonction extrêmement structurante de l'attachement, oui, mais que permet l'attachement? Il permet à l'enfant de se détacher. Détacher, non pas arracher. Vous voyez? Illusion et désillusion, c'est tout ça l'éducation. Donc l'horizon éducatif est extrêmement paradoxal. Il consiste à faire deux gestes opposés en même temps. C'est un peu comme l'apprentissage de la marche. Vous avez vu comment on apprend à marcher aux enfants? On leur apprend à marcher en leur donnant la main. Alors, ce n'est pas du tout parce que ça les aide à marcher. Si vous voulez, de toute façon, ils y arriveront qu'on leur donne la main ou pas. Donc pourquoi on leur donne la main? Pour leur donner confiance, pour qu'ils se lancent seuls. Et honnêtement, quand on est un bébé et qu'on se lance dans la marche, quel courage! Parce que quand ils commencent à marcher, ils ont une tête très très grosse par rapport au reste du corps. Mais oui, et moi je vous invite à faire l'expérience, mettez-vous sur la tête un casque de 10 kg environ, et allez-y, essayez de marcher, vous allez voir, la tête part dans tous les sens, à toute vitesse, c'est extrêmement difficile de trouver sa stabilité. Et bien eux, ils y vont. Ils y vont, c'est très beau ça. Et donc ils y vont, ils prennent notre main, et au bout d'un moment, ils lâchent notre main, ils font 2 pas, et là ils tombent. Parfois ils se font mal, parfois ils passent tout près du bord de la table, c'est incroyable. Et après, ils se relèvent. Ils se relèvent. Et moi, je me suis toujours demandé, mais comment ça se fait qu'ils se relèvent? Ils pourraient se dire, oh là, c'est dangereux la marche. Non, 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 moi je vais rester assis. En plus, j'ai des parents qui me transportent de pièce en pièce, c'est trop bien. Non, non. Parce qu'ils gagnent quelque chose. Qu'est-ce qu'ils gagnent? La liberté. Ils pourront aller où ils veulent.
le plus grand motivateur, la plus grande source de motivation pour le développement de l'enfant, c'est ce gain de liberté. Bon, mais pour être libre, au début, il faut être aidé. Bon, deuxième couche de paradoxe. Troisième couche de paradoxe, parce qu'on va aller au bout. Troisième couche de paradoxe qui nous concerne dans nos métiers, c'est que le développement de l'enfant, dans tous les âges, le développement de l'enfant est une sorte d'art du paradoxe. Depuis tout petit, l'enfant doit construire sa subjectivité, se construire comme personne. Comment est-ce qu'il fait cela? En maniant deux choses opposées. Dès la naissance, l'enfant il va commencer à comprendre qu'il y a un monde extérieur qui est différent de lui. Parce que ça ne va pas de soi au début. Hein, tant qu'il est dans le ventre de la mère, il ne comprend pas ça. Donc là, ah tiens, il y a un monde extérieur. Non seulement il est différent de moi, mais en plus, il me résiste. Tout ne se passe pas comme je voudrais tout de suite. Et en même temps, il doit comprendre qu'il a un moi intérieur, un monde intérieur, des réactions, des émotions à ce qui se passe à l'extérieur. Bon. Comment il fait pour comprendre qu'il y a ces deux instances majeures? La solution du bébé est extraordinaire. Elle est géniale. Vous savez ce qu'il fait? Il fait le va-et-vient entre les deux. Il tient les deux en même temps, tout en les maintenant distingués. Il fait le va-et-vient entre les deux en les distinguant, et il crée entre les deux ce que Winnicott appelle l'espace transitionnel. Souvent, on identifie cet espace transitionnel aux objets transitionnels qui sont dedans. Donc on parle du fameux doudou, mais en fait, ça va plus loin que ça. Il va tisser une expérience qui mélange l'objectivité du monde extérieur et sa subjectivité à lui. Donc le doudou, c'est un objet du monde extérieur, sauf qu'il est quand même bien imprégné de son odeur. Vous voyez le problème, on ne va pas laver le doudou. Hein. Et après, ça devient quoi, ça? Ça devient le jeu. Et après, ça devient quoi, le jeu? Ça devient l'art, la peinture, la poésie, la littérature. C'est en fait toute la culture humaine qui est en train de naître de ce que le bébé fait en tenant ensemble ce paradoxe du monde extérieur et de la réalité intérieure. Citation de Winnicott, très belle. Moi, quand je la lis, il parle de la nature humaine. Regardez ce qu'il dit. L'individu est engagé dans cette tâche humaine interminable qui consiste à maintenir à la fois séparés et reliés l'une à l'autre, réalité intérieure et réalité extérieure. C'est une tâche interminable. On n'en a jamais fini. Ce n'est pas qu'une question des 0,4 ans. C'est 0,4 ans, c'est 7 ans, c'est 10 ans, c'est 12 ans. Bon, c'est 40 ans, c'est 50 ans. Voilà. On a besoin toute la vie de pouvoir faire ce va-et-vient. Mais c'est paradoxal, c'est pas simple. C'est très très complexe. Ça va pour l'inquiétude? Très bien. Alors comment on va faire pour, en quelque sorte, faire avec cet enchevêtrement de paradoxes? Donc là, je vais essayer de vous donner un peu rassurer, voilà, un peu moins d'inquiétude. On peut faire quelque chose. On peut faire quelque chose, mais ce n'est pas simple. On peut se donner un horizon de valeurs assez clair. Alors, qu'est-ce que j'entends par là et qu'est-ce que viennent faire les valeurs? Donc là, je vous propose de passer à ma deuxième partie. Après les paradoxes, les valeurs. Effectivement, être confronté à des situations paradoxales peut être inquiétant. C'est très difficile de tenir le paradoxe. C'est très difficile de faire ce que Winnicott nous demande de faire. Et il le reconnaît lui-même. Mais il nous donne une piste, notamment pour les professionnels. Voilà ce qu'il dit. Il dit, écoutez bien, peut-être ça va vous parler, pour faire avec ce paradoxe, la simple compétence technique ne suffit pas à prendre soin de l'enfant. Quelle que soit cette connaissance, ce savoir-faire, la simple compétence technique ne suffit pas. Alors qu'est-ce qu'il faut? Voilà ce qu'il dit. Pour que les soins soient bénéfiques, c'est le dévouement qui importe et non le savoir-faire ou les connaissances intellectuelles. Pour que les soins soient bénéfiques, c'est le dévouement. Qu'est-ce que c'est que ce mot, dévouement? En anglais, parce qu'il a écrit son livre en anglais, il dit devotion, la dévotion. Que vient faire ce mot? Alors je me suis demandé, qu'est-ce qui met derrière ce mot dévouement? Ça veut dire, vous pouvez
allez suivre une formation et vous allez apprendre à prendre soin des enfants de manière technique, précise, et vous serez un expert, quoi. OK? Puis après, vous arrivez sur le terrain et hop, ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça se passait dans la formation. Bon. Pourquoi ça ne marche pas? Alors, ce mot de dévouement, qu'est-ce qu'il désigne? Il désigne le fait, selon moi, que le professionnel ou le parent, quand il prend soin de l'enfant, il ajoute quelque chose de plus. La maman, elle va changer le bébé, bien sûr, elle change sa couche, et après avoir changé le bébé, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait quelque chose de plus. Elle joue un instant avec le bébé, elle joue à des jeux de chatouille, elle lui sourit, elle guette le premier sourire, elle ajoute quelque chose de plus. C'est un petit supplément où on va au-delà du besoin. Ce supplément, qu'est-ce que c'est? Écoutez bien, ce dévouement dont parle Winnicott, c'est, je crois, le désir de bien faire. Si nous voulons que les soins que nous donnons à l'enfant soient bénéfiques, comme dit Winnicott, il faudra que nous ayons, en plus de la compétence et du savoir-faire, le désir de bien faire. Alors ça, c'est à la fois très très beau et très compliqué. 3 remarques sur ce désir de bien faire. Première remarque, dans tous les métiers du lien, éducateur, éducateur spécialisé, assistante sociale, enseignant, tout ce que vous voulez, ce désir de bien faire est capital. Ça ne marche pas sans ce désir de bien faire. Si vous vous contentez de faire ce qu'on vous demande de faire, ça ne marchera pas. Deuxième remarque, il est capital, mais ce désir de bien faire ne peut pas être prescrit d'en haut comme ça. Vous ne pouvez pas arriver et sur votre fiche de poste, on vous dit, alors voilà, il faut faire ça, 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 et puis il faut avoir le désir de bien faire. Non. Ou alors s'il y a ça, faites-vous payer très cher. Bon. Donc ça, c'est pas dans la prescription. Le professionnel, il l'a ou il ne l'a pas. Et troisième remarque, il arrive que nous perdions ce désir de bien faire. Oui, ça arrive. Je vais vous dire quand ça arrive. Mais c'est un problème quand ça arrive. Parce que qu'est-ce qui se passe quand ça arrive? Alors, on va se contenter de travailler, de se rabattre sur ce qu'on nous a demandé de faire. Et là, on ne travaille pas pour bien faire. On travaille pour quoi? On travaille pour se protéger. Je vais faire ce que je dois faire, mais juste ce que je dois faire, pour qu'on ne puisse pas me reprocher quoi que ce soit. Bon, là, quand on en est là, dans les métiers du lien, ça devient compliqué. Comment entretenir ce désir de bien faire? Comment faire pour ne pas le perdre? Ben, je vais vous le dire, en se rappelant le sens de ce que nous faisons. Ce qui va nous donner le désir de bien faire, c'est que nous ne perdons pas de vue le sens de ce que nous faisons, et ce sens, il est juste extraordinaire, magnifique, au moins faut-il qu'il le soit à nos yeux d'abord. C'est pourquoi il est important de réfléchir sur les valeurs qui organisent le sens que nous donnons à notre travail ou à notre action. Parce que, évidemment, très souvent, on est pris dans tout un tas de difficultés. Je vous donne quelques exemples qui font perdre le sens du travail, des injonctions contradictoires ou des prescriptions impossibles à satisfaire parce qu'on n'a pas le temps, ou des modes d'organisation du travail qui empêchent de faire un travail de qualité. Il arrive que notre travail perde de son sens. À ce moment-là, ce qu'on fait nous apparaît absurde. Absurde, étymologiquement, ça veut dire qu'il sonne creux, c'est ce qui est vide de sens. Donc, pour éviter de perdre de vue ce sens, il faut s'appuyer sur des valeurs. Et je vous rassure, tout ce qui est lié à l'éducatif est assez encombré de valeurs, en fait, parce que ces valeurs, elles sont là, mais parfois elles sont confuses. Donc, essayons de clarifier ces valeurs, et c'est ce que je vous propose là. Les professionnels de l'enfance, je pense qu'ils gèrent une équation à 3 termes. Il y a l'enfant, il y a les parents ou la famille, si vous voulez, et il y a moi, le professionnel. Et je vais vous proposer 3 types de valeurs. Les valeurs qui sont en jeu dans la relation aux parents, les valeurs qui sont en jeu dans la relation à l'enfant, et les valeurs qui sont en jeu dans ma relation à moi-même. Alors du côté des parents, quelles sont les valeurs qui structurent un peu l'action qu'on a auprès des parents? Alors c'est là que c'est très confus. Il y a 3 valeurs qui reviennent en général dans la bouche des professionnels, je vous les propose: le respect, la tolérance, la politesse. Pas mal comme mots. Alors, qu'est-ce que c'est que ces mots-là? Le respect, c'est peut-être
une des valeurs les plus prestigieuses. Si vous voulez, au panthéon des valeurs, on se dit, voilà, le respect qu'on doit à l'usager est immense. C'est pourtant la valeur la plus abstraite. Quel est le geste concret qui vous permet de voir que quelqu'un vous respecte? Quel est le geste concret? À quoi vous allez reconnaître que quelqu'un vous respecte pour que vous aussi, vous puissiez le respecter? Si vous deviez définir ce que c'est le respect pour un enfant de 6 ans, c'est un exercice extraordinaire, ça. Essayez de le faire, vous verrez, c'est très dur, parce que c'est une notion abstraite, c'est une valeur abstraite, et c'est une valeur difficile à définir. Qu'est-ce que c'est que le respect? Et du coup, ça devient un mot un peu fourre-tout. Bon, essayons avec la politesse. La politesse, au contraire, c'est quelque chose de très concret, et c'est relié à des gestes très précis, des mots. La politesse, c'est dire bonjour quand on se croise le matin, c'est dire merci quand quelqu'un nous donne quelque chose, c'est tenir la porte quand on rentre dans l'amphithéâtre à celui qui est après nous. C'est ça la politesse, ok. Pas mal la politesse, ça au moins c'est du concret. Il y a un truc avec la politesse, écoutez bien, la politesse elle a une place à part. C'est la seule qualité morale pour laquelle il suffit de paraître poli pour être poli. Ça veut dire, il y a peut-être quelqu'un que vous méprisez parfaitement, et vous allez quand même lui dire « bonjour ». Vous voyez? Bon. Alors, ok pour la politesse, moi je dis toujours, bien sûr, il faut que la politesse soit une valeur, mais. Dans les métiers du lien, en général, je pense que la politesse est nécessaire, elle n'est malheureusement pas suffisante. Vous ne pouvez pas vous contenter, vous satisfaire, vous limiter à être poli avec l'autre. Il va falloir faire quelque chose de plus. Donc la politesse, c'est trop bas. Mais je pense que le respect, c'est trop haut, c'est trop dur, c'est trop difficile de vouloir se donner comme objectif pour que mon métier ait du sens, je vais respecter l'autre dans toutes les situations. Parce qu'effectivement, il y a des situations où l'autre, c'est pas possible. C'est extrêmement dur le respect. Ça demande, comment dire, une sorte de disposition d'acceptation de l'autre très très forte, très très haute. C'est quoi le respect? Alors évidemment, si c'est trop haut, j'y arriverai jamais, quoi. Vous voyez, si je me donne comme objectif pour mesurer que je fais du bon travail une valeur inatteignable, ben je serai toujours pris en défaut par rapport à cette valeur. Je serai toujours en dessous de cette valeur. Vous voyez? Donc j'aurai toujours le sentiment que je pourrais encore faire mieux mon travail. Donc la politesse, c'est pas assez, le respect, c'est peut-être trop. Vous me voyez venir, il faudrait un truc entre les deux. La tolérance. Tiens, ça tomberait bien. C'est quoi la tolérance? Oui, mais alors du coup, c'est quoi la différence entre tolérance et respect? Ok. Alors ce matin, on disait, il faut apprendre à ne pas tolérer l'intolérable. Ça me va. Effectivement, c'est contradictoire de tout tolérer, même l'intolérable, c'est plus de la tolérance. Et du coup, où est-ce qu'on va faire passer la ligne, quoi? Et comment on va distinguer tout ça? Qu'est-ce qu'on se donne comme valeur pour donner du sens à notre travail? Bon. Donc là, vous en êtes au point où vous vous demandez c'est quoi la différence entre respect et tolérance. S'il y a des questions dessus, j'y répondrai tout à l'heure. Voilà. Du côté du professionnel, moi, quelle est la valeur que je dois avoir en moi et qui va m'aider? Je pense que la valeur que nous devons tous porter au fond de notre cœur, les valeurs, elles sont dans notre cœur, elles ne sont pas dans nos têtes, c'est tout simplement l'enfance. L'enfance comme valeur. Car l'enfance n'est pas tout à fait la même chose que l'enfant. Il y a une petite différence. L'enfant, c'est un être vivant qui est dépendant de l'autre pour à peu près tout, presque tout. Il a besoin de l'autre pour se changer, pour se nourrir, et même pour s'endormir, il a besoin de l'autre. Ok. L'enfance, c'est autre chose. Alors, ce n'est pas non plus une période de la vie, l'enfance. L'enfance, écoutez bien, c'est une idée dans ma tête. L'enfance, c'est une idée dans ma tête. Et c'est une idée faite de souvenirs, de joie, de tristesse, de sensations, de saveurs, de petites perceptions intimes, personnelles, qui sont comme des racines. Et c'est là. Et nous l'avons constamment à notre disposition. Nous savons prendre soin des enfants, mais comment prenons-nous soin de l'enfance en nous? Il faut prendre soin de cette idée en nous, parce que lorsque nous allons jouer avec l'enfant
nous allons en quelque sorte retourner dans ce monde de l'enfance. Prendre soin de l'enfant suppose une forme de régression en soi. Il faut que sur cette régression, nous soyons OK, que cette régression ne nous fragilise pas en quelque sorte, d'accord ? Qu'on ait réglé un certain nombre de comptes avec l'enfance et qu'on voit mieux que ça, cette enfance comme quelque chose de beau, de prestigieux. Il y a pour moi un très grand prestige de l'enfance. Alors que d'habitude, on voit l'enfance comme le manque, le creux. Il lui manque tout. Et d'ailleurs, il faut qu'il puisse acquérir le plus vite possible tout ce qui lui manque. Bon. Non, 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 non. Pour moi, l'enfance, ce n'est pas un creux, c'est un plein. C'est immense, l'enfance. Où est-ce que je vois la grande intelligence de l'enfance ? L'enfant, il a compris quelque chose. Il a compris que tout se joue dans la relation à l'autre. Je ne sais pas comment il a compris, mais il a compris que tout se joue dans la relation à l'autre. Il est fort. Il comprend ça très vite. Ok, je vous donne un exemple. Comment est-ce qu'il apprend à parler, l'enfant ? Parce que le titre de nos journées, c'est libérer la parole. Ok, il est question de parole. Comment est-ce que l'enfant apprend à parler ? Il apprend à parler grâce à la maman ou à l'adulte qui s'occupe de lui, d'accord ? Et comment fait la maman ? La maman, elle se penche sur le bébé. Le bébé, il est tout petit et elle lui parle. Et vous savez ce qu'elle lui dit ? Elle lui dit n'importe quoi. Mais oui, c'est une sorte de charabia qu'on appelle le mamanet. Le mamanet, alors vous savez, c'est ces mamans qui disent des mots qu'on pas de sens, c'est le doudou, le tada et boubou, qu'il est mignon, blabla. Mais en fait, ça c'est très important. C'est très important pour l'enfant parce que qu'est-ce qu'il comprend l'enfant ? Il comprend que ces sons qu'il entend, ce n'est pas la même chose que des bruits. Ce n'est pas la même chose que le camion des éboueurs qui passe dans la rue, là. Ces sons, écoutez bien, et ça c'est quand même génial du point de vue de l'enfant, ces sons lui sont adressés. Pas le camion dans la rue, mais ça lui est adressé. Et surtout, à un moment, vous savez ce qu'elle fait, la mère, ça c'est beau, elle fait une pause. Et l'enfant, il comprend que c'est à son tour. Il comprend le tour de parole. Nous voulons libérer la parole, il faut instaurer un tour de parole qui va rendre possible la parole de l'autre. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va essayer de parler, l'enfant. Alors, ouais, mais les cordes vocales, non, ça ne le fait pas. Alors, il ne peut pas avec ses cordes vocales. Et donc, vous savez ce qu'il fait, l'enfant ? Parce qu'il voit sa mère, il comprend que c'est à son tour. Eh bien, il bouge les mains. Il s'agite comme ça. Voilà. Et hop, c'est parti. On a remarqué que ces mouvements, en fait, sont très, très importants. Je vais vous dire pourquoi ils sont très, très importants. Quand on se penche sur le berceau du bébé, alors le bébé dans son berceau, il va bouger, c'est le dynamisme. Et au bout de quelques mois, très vite, quand on se penche sur le berceau pour le prendre, il bouge les mains comme ça. Et il bouge même les pieds comme ça. Mais je ne peux pas vous le faire, les pieds, hein, mais vous pouvez voir, ok ? Qu'est-ce qui se passe ? On comprend que l'enfant, il interprète ce qu'il est en train de voir, car il anticipe ce qui va se passer. La mère ou le parent se penche sur lui et il se dit, on va me prendre dans les bras. Il se dit, je vais vous dire ce qu'il se dit, ça va être bien. C'est pour ça qu'il s'agite. La force de l'enfance, ce qui fait de l'enfance une très grande valeur, c'est que l'enfant, il a une représentation positive de l'avenir, qui lui donne d'aller vers cet avenir. C'est ça qui est fort, c'est ça qui est précieux dans l'enfance, c'est cette espèce d'élan vers l'avenir. Bon. Juste une remarque en passant, nous vivons une époque, dans notre société actuelle, où il est de plus en plus difficile d'avoir une représentation positive de l'avenir. Hein, on nous annonce le réchauffement climatique, la fin des ressources fossiles, voilà. Bon, ben l'enfant, lui, il y va, quoi. Ça va être bien. Enfin, dernière valeur, cette fois du côté de l'enfant. C'est possible, M. Bacler ? Oui. En 10 petites minutes, ça sera possible ? Combien ? 10 ? 9 ? 9, ok. Merci beaucoup. On négocie, ça c'est incroyable, je vais jamais... Non, merci. J'ai essayé d'agiter les mains, mais vous ne m'avez pas vu. Oui, on va... Et pourtant, j'avais confiance. Mais au moins, vous suivez. C'est parfait. C'est bon pour moi, 9 minutes, j'y serai.
Allez, du côté de l'enfant, la grande valeur dont il faut prendre soin chez l'enfant, pour moi, c'est l'imagination. L'imagination, alors pourquoi j'insiste sur l'imagination? D'abord, l'imagination, ce n'est pas une valeur qui va de soi. Dans la tradition philosophique, l'imagination, elle est plutôt associée à l'erreur. Hein, c'est une source d'erreur, l'imagination, ou d'illusion, quoi. Moi, je pense au contraire que l'imagination est très importante. Or, écoutez bien, non seulement on associe l'erreur à l'imagination, mais on assiste, selon moi, à une disparition du mot même d'imagination dans les livres sur l'enfant. Les best-sellers de librairie que les parents achètent, qui leur expliquent comment élever leur enfant, à l'aide de coaching book, je caricature à peine, hein, voilà. Donc, de quoi on parle dans ces livres? On parle des pleurs du bébé, on parle des émotions, souvent des émotions du parent d'ailleurs, on parle des couches, on parle, voilà. Et le mot imagination a disparu. Je me suis demandé, mais pourquoi? J'ai trouvé la réponse, mais je me suis demandé, c'est incroyable. À aucun moment, on dit aux parents, au fait, il y a l'imagination. L'imagination, ça vaut la peine d'en prendre soin. Je vais vous dire pourquoi elle a disparu. Parce qu'on a confié le soin de développer l'imagination de nos enfants à des machines. En gros, à des écrans. Et il y a même aujourd'hui des petites machines qui racontent des histoires. Je suis assez mitigé sur les petites machines, même si je peux comprendre hein, l'aspect positif, mais si vous voulez, on en discute après. Je n'ai plus que 8 minutes. Ok, il s'agit de valoriser l'imagination parce que c'est notre porte d'entrée dans la culture, bien sûr, et c'est par l'imagination que l'on peut résoudre les tensions liées à la violence de la réalité. Bien sûr que la réalité, elle est violente, et parfois elle est même très violente. Ok, comment je fais avec cette tension, avec ce que ça provoque en moi? Je vais avoir besoin de l'imagination. Je vous donne un exemple auquel je tiens beaucoup, un très bel exemple, mais très concret. Les histoires pour enfants, les contes pour enfants sont très souvent violentes. Extrêmement violente. Le Petit Poucet, vous vous souvenez du Petit Poucet? Wow, là, en termes de violence, ça y va. Là, hein. Ok. Moi, ce n'est pas le Petit Poucet qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un album illustré qu'on peut lire avec l'enfant qui s'appelle Max et les Maxi-Monstres. Vous connaissez ce classique, Maurice Sendak, 1963, et j'ai vu à la librairie, extraordinaire. Donc, il y a mon bouquin, ça c'est super, et à côté, juste à côté de mon bouquin, il y a Max et les Maxi-Monstres. Donc vraiment, honnêtement, si vous n'avez jamais lu ce livre, achetez-le. Si vous l'avez déjà lu mais que vous ne l'avez pas, achetez-le. Et si vous l'avez déjà, achetez-le pour l'offrir à quelqu'un qui ne connaît pas. Voilà. Pourquoi je trouve ce livre extraordinaire? Il est publié en 1963. Le titre original n'est pas du tout Max et les Maxi-Monstres. Le titre original est, je vais faire un peu d'anglais, Where the Wild Things Are. Là où sont les choses sauvages. Mais quel titre magnifique! Quel titre magnifique. Et alors, que raconte l'histoire? L'histoire de Max, qui est puni par sa maman. Il va dans sa chambre. Et là, il a de la colère en lui. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait pour comprendre et supporter cette colère? Il est seul dans sa chambre. Il va imaginer qu'il part faire un beau voyage sur un bateau. Et il arrive sur une île où il y a des choses sauvages. Donc, pas du tout des maxi-monstres, hein, des choses sauvages. Et il va dompter les choses sauvages par la puissance de son regard. Et Maurice Sendak a une idée géniale. Vous savez ce qu'il fait, Maurice Sendak? Il représente sur la page de gauche l'esprit de l'enfant avec des images, la page de droite, et sur la page de gauche, il y a des lettres. Et peu à peu, au fur et à mesure qu'il fait son voyage, l'imagination envahit la page de gauche. Et après, quand il revient dans sa chambre, apaisé, l'imagination reprend sa place sur la page de droite. Donc ça, c'est très très beau. Donc lire une histoire avec l'enfant qui lui met à sa portée par l'imagination la compréhension de ce qui se passe. Cette histoire nous montre comment l'imagination peut se mettre au service d'un détournement de la violence. Pourquoi c'est important d'avoir des histoires à se raconter? Je vous propose une idée, on en parlera si vous voulez. On ne peut pas changer ce qui nous est arrivé. Et parfois, on a vécu des choses très dures. On ne peut pas changer ce qui nous est arrivé. Mais on peut changer le sens qu'on donne à ce qui nous est arrivé. Et c'est là qu'on va avoir besoin de l'imagination. Allez, je termine, comme promis, par 3 concepts qui sont 3 pistes de travail pour nous quand on travaille avec l'enfant, qui sont une sorte de déclinaison de ces valeurs. Comment les incarner, ces valeurs, dans notre travail? Premier concept, c'est un terme philosophique, c'est le mot « le temps ». Le nerf de la guerre, c'est le temps. Le nerf de la guerre, c'est donner du temps.
C'est pas moi qui le dis, c'est un philosophe qui s'appelait Rousseau et qui a le mérite d'avoir écrit un très beau livre sur l'enfance qu'il a intitulé « Émile ou de l'éducation ». Et Émile ou de l'éducation commence comme ça, respecter l'enfance, ok ? Comment on respecte l'enfance? La réponse est dans la phrase qui suit, donner du temps à l'enfant. Donner du temps à l'enfant. Ben oui, c'est ça la bonne réponse. Le temps, c'est ce que nous avons de plus précieux. C'est la ressource la plus précieuse pour nous tous, quel que soit notre métier, notre fonction, c'est le temps. Sauf que nous en avons une quantité limitée, j'espère que je ne vous apprends rien en disant ça, que nous ne connaissons pas exactement la quantité que nous avons et qu'on ne peut pas stocker pour plus tard. Ben, il faut lui donner ce que nous avons de plus précieux. Le problème, c'est que nous vivons dans une société qui favorise la vitesse, et notamment la vitesse dans les apprentissages. On voit la précocité comme une bonne chose. Je ne suis pas sûr. Alors, en fait, je suis même convaincu que la précocité est contre-productive et produit plus de défauts. Deuxième concept, le concept de cadre. Est-ce qu'il faut de l'autorité? Non, il faut poser un cadre. Et je vous donne une piste. La valeur d'un cadre pour l'enfant tient à ce que le cadre rend possible à l'intérieur du cadre. Et les équipes que je vois, elles réfléchissent beaucoup sur le cadre, c'est-à-dire les règles, le règlement, comment on va faire. Ok, mais qu'est-ce que vous voulez que ça rende possible à l'intérieur du cadre? Et j'aime bien cette idée qu'un cadre, c'est des règles qui rendent quelque chose de possible. Le cadre, c'est du possible, plus que des règles qui contraignent. Et il y a un psychologue argentin qui s'appelait José Bleguer, qui avait cette formule pour les équipes éducatives qui, moi, m'aide beaucoup. Avec les enfants, il faut un cadre solide, mais pas rigide. Pas mal cette idée. Moi, j'aime bien cette idée. Et une fois que j'ai un cadre, eh ben, l'enfant va pouvoir expérimenter et explorer son environnement dans le cadre. Et c'est mon troisième mot, je termine par ce mot, le mot confiance. On l'a beaucoup entendu ce matin, la confiance. Mais rien n'est simple dans la confiance. Alors d'abord, pour moi, la confiance est le contraire de l'autorité. Oui, nous avons besoin de pouvoir créer un climat de confiance. Je ne sais pas si on a besoin d'autorité. La confiance, quand on fait confiance à quelqu'un, on lui donne du pouvoir sur nous. Donc quand on demande à un enfant « fais-moi confiance », on lui demande de lui donner du pouvoir sur lui. Ce n'est pas simple, ça. Et comment c'est possible? Il faut que nous, on commence par lui donner de la confiance. Parfois, il refuse de nous donner ce pouvoir. Il faut qu'on laisse notre porte ouverte, laisser la porte ouverte. Là, on est plus dans la fiabilité que la confiance, si vous voulez. Et à partir de là, si l'enfant nous fait confiance dans ce cadre, il va pouvoir vivre des expériences qui ne dépendent pas, écoutez bien, c'est ma conclusion, les expériences qu'il va vivre ne dépendent pas des tendances héritées. C'est ça que nous offrons à l'enfant dans ce cadre. C'est Winnicott qui dit ça, il dit « Là où se rencontrent confiance et fiabilité, il y a un espace potentiel, espace qui peut devenir une ère infinie de séparation, espace que le bébé, l'enfant, l'adolescent, l'adulte peuvent remplir créativement en jouant, ce qui deviendra ultérieurement l'utilisation heureuse de la culture. » Et il ajoute « Le trait spécifique de ce lieu, où s'inscrivent le jeu et l'expérience culturelle est le suivant. L'existence de ce lieu dépend des expériences de la vie, non des tendances héritées. » Voilà pourquoi, si nous repensons à ces paradoxes, si nous repensons à ces valeurs, si nous nous donnons ces concepts pour parler de ce que nous faisons, je pense que nous arriverons à donner du sens à ce que nous faisons, à l'expliquer aux autres, à nous rappeler pourquoi nous le faisons, et nous pourrons nous dire les uns aux autres, comme nous allons le faire pendant 2 jours, ça va être bien. Merci de votre attention. Merci beaucoup Laurent Baclair. Peut-être on peut prendre le temps de quelques échanges avec la salle. Je vous laisse faire comme vous le souhaitez, soit rester au pupitre, soit me rejoindre à la tribune, c'est vraiment comme vous voulez. Bah, je suis bien là. Vous êtes bien là, c'est formidable. Alors, malgré les spots qui éclairent bien, on va essayer de voir la salle. Et y a-t-il des questions? Ah, on voit beaucoup mieux la salle, merci la régie. Super. Merci la régie, même si j'ai l'impression que vous en avez réveillé quelques-uns quand même. Alors, une question... Oui, en régie, il y a Pavot.
Peut-être, en attendant que les questions se formulent, de petits dessins. Oui, et puis il y a une question SMS également. Ah, ok. Mais vas-y, Allez, voilà. on prendra la question après. Un premier dessin. Faites le dessin, Pavo. Ça y est. Et puis un second pour les Winnicottiens que nous sommes. Mais c'était moi à l'écran. Ah oui. Oh. Ah oui. Oh, j'aimerais bien ce dessin. Là. Je dois pas... Ah, ça c'est une belle référence à la philosophie, ça, à Descartes. Oui, c'était pour vous, voilà. Et ben voilà, c'est tout. Place aux questions. C'est super. Merci, Pavo. Et on voit un enfant plus sage que l'adulte. Hein. Alors, une question SMS. N'a-t-on pas une responsabilité collective à laisser s'effilocher ces valeurs fondamentales, donc les valeurs que vous avez citées, hein, confiance en l'avenir, relation, imagination, en disant de plus en plus c'est comme ça face au manque de moyens, à l'utilisation des écrans, etc. Si cette responsabilité est engagée, comment aider à y remédier sans être considérés comme des réactionnaires? Question à tiroir, là. Ouais. Alors, merci beaucoup de cette question. Effectivement, c'est une très bonne question. La question de la responsabilité collective, c'est une idée à laquelle je tiens beaucoup. Je pense que cette responsabilité collective, elle est fragmentée, en fait. L'état de la société actuelle rend notre travail plus difficile. C'est comme ça. Il y a des époques, c'est plus facile, et il y a des époques, c'est plus difficile. Vous vous souvenez, je vous ai dit, on est dans une société qui favorise la vitesse. Bon, ça, ce n'est pas une aide pour nous. Ce n'est pas une aide quand on est dans des métiers où on a besoin de temps. Donc, se faire entendre là-dessus, c'est très dur. D'accord ? Mais il faut qu'on puisse dire, attendez, pour ce que moi je fais, ce n'est pas la vitesse qui est pertinente. Alors, je vous donne une piste. Vous pourrez la reprendre dans toutes vos structures. Il y a une étude américaine de grands spécialistes de neurologie qui ont étudié comment les enfants qui ont vécu des grands traumatismes font pour surmonter les traumatismes. Et voilà ce qu'ils ont trouvé. Donc écoutez bien, 3 idées. 1, pour surmonter un traumatisme dans l'enfance, les enfants en général adoptent un fonctionnement psychique plus rigide. C'est-à-dire qu'ils trouvent un mode de fonctionnement qu'ils vont appliquer comme ça, mais vraiment de manière très forte. Ils perdent en souplesse et en adaptabilité. Mais ça leur permet, chaque fois qu'un événement se représente, de le surmonter à nouveau. Okay ? Bon, ça c'est le premier point. L'esprit de l'enfant surmonte un traumatisme en se rigidifiant. Deuxième point, à long terme, cette rigidité de l'esprit produit du stress, des maladies cardiovasculaires et des troubles neurologiques. Ok, donc on a compris, c'est pas bon. Troisième point, écoutez bien, la précocité dans les apprentissages produit la même rigidité dans les esprits. La précocité dans les apprentissages rend l'esprit plus efficace en le rigidifiant et donc en lui faisant perdre de l'adaptabilité, de la souplesse pour s'adapter à une circonstance nouvelle. Et donc, ça, c'est le signe qu'il faut faire très attention à la question des apprentissages, en distinguant par exemple apprentissage et acquisition, et ne pas pousser des apprentissages trop précoces. Ça peut se retourner contre nous. Donc, la responsabilité collective, elle est là. Nous sommes en résistance. Est-ce que ça fait de nous des réactionnaires ? Compliqué, je ne sais pas. Sur les écrans, je vous donne une piste. C'est difficile de donner des leçons de morale aux parents et de se dire, voilà, je vais vous dire comment vous devez faire avec votre enfant. En général, ça ne marche pas. Je ne connais aucun professionnel qui me dit, ah, moi, j'ai une technique, je fais des leçons de morale, ça marche. Non. En revanche, on s'est aperçu de quelque chose. Sur les écrans, sur les enfants, dès qu'on arrête, ils se reconstruisent assez rapidement. Et ça, c'est bien. C'est plus dur chez les adultes, mais les enfants, ils ont cette capacité. Donc, il faut tenir bon, il faut espérer qu'à un moment, effectivement, les écrans vont s'éloigner peu à peu. Et ça, quand les parents le voient, en gros, ils arrêtent les écrans pendant 3 jours. C'est tout, 3 jours. En 3 jours, on voit les effets bénéfiques immédiats. Ils regardent des yeux à nouveau les parents, ils commencent à prononcer des mots. Enfin bon, et c'est ça qui compte, c'est redonner confiance aux parents pour que derrière, ils aient envie, eux aussi, d'agir sur les écrans. Merci beaucoup. Deuxième question qui sera aussi la dernière pour tenir le timing. Je regarde à nouveau la salle. Oui, une main au deuxième balcon. Alors la règle usuelle, on se présente. Bonjour, Pierre, éducateur à Albi.
Alors merci. Avec des éléments qu'on connaissait, puisqu'on a eu des cours là-dessus, votre démonstration, elle nous a appris des choses quand même. Je trouve que c'est assez épatant. Moi, ça a soulevé une question. Souvent, les psys nous disent que les injonctions paradoxales, ça peut rendre fou les enfants et du coup causer des gros traumatismes. Alors, si vous pouviez justement faire une distinction entre le paradoxe que vous annoncez comme nécessaire chez le parent et en même temps l'injonction paradoxale qui pourrait être négative. Quelle différence vous faites entre ces deux concepts, si c'est possible de nous les expliquer? Alors, effectivement. Vous avez un exemple d'injonction paradoxale, par exemple? Si je parle d'un exemple, ce sera mieux. Ah oui, moi par exemple j'ai des parents, j'ai particulièrement une famille en tête qui demande régulièrement à ses enfants de sortir vers l'extérieur parce que c'est important, mais qui, dans son discours sous-jacent, fait tout pour qu'ils ne sortent pas. Et l'enfant, du coup, est complètement perdu là-dedans et il ne sait pas ce qu'il doit faire. Ouais. Très bon exemple, je vous remercie beaucoup. Oui, alors ça c'est un problème, effectivement. Moi, je ne sais pas si j'appellerais ça injonction paradoxale. Disons que c'est plutôt un décalage entre la parole et les actes. Puisque d'un côté, si je comprends bien, ils disent à l'enfant, il faut que tu ailles jouer dehors, mais de l'autre côté, ils font sans dire, en fait. Voilà, et donc ils sont dans l'implicite, un implicite énorme, tout ce qu'il faut pour que l'enfant ne sorte pas. Ça, oui, ça, je pense que ça peut être assez déstabilisant qu'il y ait ce décalage et cette incohérence, on va dire. Donc, je ferai une distinction qui peut-être peut vous aider entre contradiction et incohérence. Et un enfant, il comprend assez vite, par exemple, que ses deux parents n'ont pas le même cadre de travail et que ce que l'un interdit, l'autre va l'autoriser. Les enfants comprennent ça. Et ils vont jouer, en fait, avec cette différence. Et ça crée un paradoxe, si vous voulez. Mais ce paradoxe-là ne les inquiète pas. C'est même, au contraire, une ressource. La chance, c'est que, justement, les parents ne soient pas toujours d'accord entre eux. Bon. En revanche, effectivement, quand il y a des mots qui ne correspondent pas aux actes, ça, effectivement, ça peut être une source d'incompréhension du réel. Parce que, je répète, le langage, c'est un instrument puissant pour l'enfant. Il n'y a pas de trouble, par exemple, pour un enfant à lire une histoire. Il sait que c'est une histoire, c'est un conte, il sait que ce n'est pas vrai. On adapte de ça. Donc, mais il rentre dans l'histoire quand même. Mais voilà, sur votre exemple, moi je dirais ça. C'est plus une incohérence qu'une contradiction. Merci beaucoup. Pour la question du chrono, on va clore ici les séances questions, accueillir Psychomédie, mais pas sans avoir remercié à nouveau Monsieur Laurent Bacler. S'il vous plaît. Merci.